tourner les pages. Dans l'introduction de votre livre, vous parlez beaucoup de la crise dans laquelle on vit aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs, les citoyens, n'ont pas d'autre chat à fouetter, dans le sens, on se pose la question du consommateur, aujourd'hui, la question, et vous parlez dans votre livre, la question du pouvoir d'achat, est-ce que c'est incompatible justement avec un changement aussi des conceptions de notre mode d'existence aujourd'hui, tout simplement? Écoutez, non, pas du tout. Je ne le crois pas du tout. Je pense que l'immense majorité de nos concitoyens est absolument convaincue que nous sommes entrés dans un changement très profond. Et je trouve au contraire que chez l'immense majorité d'entre eux, il y a des changements de comportement, on va peut-être en reparler, des changements dans leur mode de consommation qui vont beaucoup plus vite que ne vont les changements dans les modes de production, et je ne parle pas des changements dans le monde politique. Par conséquent, non, pas du tout. Je crois au contraire que tout le monde est bien conscient que nous avons à nous adapter, très vite, et qu'il faut donc en revenir à l'essentiel. Vous parlez d'échanges historiques. Oui, parce que... oui, je commence mon livre en disant est-ce qu'on va rater la chance historique de changer de système? Il faut bien comprendre que, et ce que je dis n'est pas d'une grande originalité, ce que nous vivons n'est pas seulement une crise économique et financière. C'est une crise du système, de notre mode de développement. La crise économique et financière est un aspect d'une crise beaucoup plus générale, qui est une crise écologique, qui est une crise alimentaire, qui est une crise énergétique, qui est une crise sociale, et encore plus une crise de valeurs. Et qu'en réalité, ce qui est à l'origine de tout cela, c'est un certain nombre de transformations extrêmement profondes du rapport de l'homme au temps. Nous sommes devenus des fous d'instantanéité. On a complètement perdu la vision du moyen et du long terme. Nous sommes devenus des fous inconscients de l'existence de limites. Alors, c'est une évidence dans le monde de la finance. On a cru que les arbres montaient au ciel, comme disent les financiers, c'est-à-dire qu'on pouvait faire 20% de croissance alors que l'économie réelle croissait de 4 ou 5%. Donc, il y a évidemment un problème. Mais c'est la même chose pour les ressources physiques. On va, je pense, en reparler. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde de finitude. Et tout ceci explique que nous avons, nous, le monde riche, complètement déjanté. On est sorti de la roue. Et je crois que ce dont les gens ont parfaitement conscience, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel. Et on voit réapparaître des systèmes d'entraide, des systèmes de coopération, du système D aussi, qui est de l'adaptation sous l'effet de la nécessité. Mais il y a plus. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça aussi l'espoir de changer quelque chose. Mais en même temps, vous dites on est tous façonnés, vous n'êtes pas la seule à dire, par beaucoup de choses aussi qui structurent nos vies. Et par ailleurs, c'est la consommation, le consumérisme. Nous, ça a façonné. Pour sortir de ça, c'est un processus qui n'est pas tout à fait facile aussi. Donc, non, comment on fait? C'est difficile. Alors, on voit apparaître l'idée de surdéveloppement, de surconsommation, qui est quelque chose de complètement nouveau. Alors, ça fait un moment qu'on était un certain nombre à dire la société du tout jetable, c'est une absurdité. On est une société qui croule sur les immondices et les déchets, en multipliant les produits de plus en plus inutiles. Mais là, on est dans la nécessité. C'est-à-dire que les difficultés d'ordre financier que rencontre chacun à son niveau, mais chacun, sauf très peu de gens, l'immense majorité des gens aujourd'hui, quel qu'ait été leur revenu antérieur, ont une réduction de leur revenu. Bon. Et par conséquent, chacun est obligé de s'adapter, donc se reposer des questions qui ne se posaient pas nécessairement sur l'essentiel et sur le superflu, voire même sur des modes de comportement beaucoup plus lourds. Voilà, donc c'est la nécessité qui fait la loi, c'est possible, mais ce sont des changements profonds, très profonds, et puis d'un regard différent sur l'autre, je crois. Mais en même temps, il faut transformer, et j'ai l'impression des fonds en comble, vous me dites si je me trompe, notre façon de consommer cette transformation, ça va être très très long. Je pense qu'on parle beaucoup des développements durables, mais aussi changer nos comportements, ça va prendre un certain temps aussi. Oui, alors ce que j'ai voulu faire un bouquin quand même optimiste. Oui. Je ne sais pas si, quand on l'a fini, puisque vous m'avez fait la gentille confidence de me dire que vous l'aviez lu,
moi, je voulais, quand on avait fini ça, se dire, bon, ben, c'est dur, mais on a ce qu'il faut. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de solutions techniques. Et qu'on serait capable de généraliser les meilleures pratiques, les meilleures technologies, partout, on ferait déjà des progrès colossaux. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce qu'il y a aussi une question de comportement, une question de valeur. Je reviens là-dessus, mais c'est essentiel. Amasser de l'argent, pour revenir à des sujets de fond, ne suffit pas à faire une vie d'homme ou une vie de femme. Nous avons participé d'une génération qui a cru que c'était la fin ultime. Eh bien non, ce n'est pas la fin ultime. Et on en revient à des choses beaucoup plus fondamentales, à nous attaquer à un problème qui me paraît croissant, qui est celui d'une immense désespérance de beaucoup de nos concitoyens. Et je crois qu'il est essentiel de montrer qu'il y a des portes de sortie, qu'il y a des solutions. Il faut être vraiment positif et qu'il y a des solutions qui sont testées dans les pays du Sud. Par exemple, j'en donne toute une série. On va revenir tout à l'heure. Dans les pays du Sud, qui, avec très peu de choses, permettent effectivement d'aboutir. Le partage, par exemple, on a des tas de débats aujourd'hui sur Internet, sur le libre accès, etc. Ben, il est tout à fait clair que le libre accès à la connaissance est une source de progrès possible et d'espoir absolument formidable. Vous allez me dire, oui, il faut avoir un ordinateur. C'est vrai, mais on peut aussi en partager un, et puis on peut aussi aller dans des cybercafés. Mais les logiciels libres, le fait d'accéder librement à la connaissance, à l'information, au progrès de soi-même, est une source d'espoir absolument formidable. Mais justement, à propos des progrès et à propos des prises de conscience, parce que de ça, vous parlez, vous, Elisabeth Laville, dans votre livre, vous dites on a besoin d'une prise de conscience de la mutation qu'il y en a aujourd'hui, mais une prise de conscience de qui? Des consommateurs, des chefs d'entreprise, au fait, c'est quelque chose qu'on doit faire de façon transversale. Est-ce que aujourd'hui, cette prise de conscience, comment est-ce qu'elle doit venir? Et j'ai l'impression que depuis quelques années, quand même pas mal d'années, ça commence aussi à bouger chez les consommateurs et aussi chez les chefs d'entreprise. Le fond du truc, c'est que ça doit bouger partout, parce que ça doit bouger dans l'humain, et globalement, tout ce que vous évoquez, consommateurs, entreprises, même politique, c'est fait d'humain. Et donc, c'est un peu comme, vous savez, la sagesse indienne, si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Donc la première prise de conscience, c'est chacun pour soi, pour lui, j'allais dire. Donc en tant que cadre ou dirigeant d'entreprise, ou en tant que salarié dans une entreprise, en tant que consommateur, en tant que, j'en sais rien, parent d'élèves, parent tout court, etc. etc. Locataire, propriétaire, enfin bon, vacancier, enfin bon, il y a plein de rôles qu'on a tous les jours qui doivent permettre de manifester cette prise de conscience. Ce que je crois, c'est qu'après, objectivement, la prise de conscience, elle avance beaucoup plus vite chez ce qu'on va appeler les consommateurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous en situation de consommation, alors on ne va pas faire une hiérarchie dans la lenteur, mais que dans les entreprises, en tout cas les grandes, et dans le monde politique, je laisserai Corinne élaborer là-dessus, le cas échéant, mais même si on est d'accord pour dire que ça avance, et que ça avance dans le bon sens, et que le Grenelle, quoi qu'il arrive, représente un pas décisif, important, etc., moi je suis frappée de voir que de toute façon, les politiques et les entreprises ne vont rien faire d'autre que suivre un mouvement qui est engagé, qu'ils ne contrôlent pas, enfin les entreprises et les politiques ne contrôlent pas, et auquel ils vont devoir s'adapter finalement. Je prends un exemple. Il y a en novembre, je crois que c'était en novembre ou en octobre, Le Point, le magazine, a fait un dossier sur la consommation en temps de crise. 2 semaines après ou 3 semaines après, ils ont fait un dossier sur la consommation responsable. Bizarrement, il n'y avait pas les mêmes choses. Je dis bizarrement parce que quand on regardait leur dossier sur la consommation en temps de crise, ils disaient quoi? Ils disaient, alors c'est la crise, donc les gens vont préférer des produits d'occasion. Alors c'est la crise, donc les gens vont préférer des produits durables. Alors, comme c'est la crise, ils vont préférer des produits réparables. En Angleterre, les réparations de chaussures, de montres, etc., les chiffres d'affaires s'envolent. Les machines à coudre, les laines, les pelotes de laine, tant mieux pour Fil d'Art qui était au bord du dépôt de bilan, etc. C'est la crise, donc les gens vont préférer les circuits courts. Ils vont préférer prendre un abonnement à un panier de légumes du producteur du coin, bio ou pas d'ailleurs, que d'aller acheter les légumes chez Carrefour ou ailleurs, dans des emballages en plastique, etc. etc.
C'est la crise, donc, et même ça, ils vont préférer alors louer plutôt qu'acheter, hein, donc prendre un Vélib plutôt qu'acheter un vélo, prendre demain Autolib ou tous les systèmes d'autopartage qui se développent plutôt qu'acheter une voiture, et ils vont préférer même ça, donc se rabattre sur du low cost. Ce qui là, alors on va me dire, ah ouais, mais alors là, c'est pas développement durable, parce que bon, le low cost, quand même, le coût social, le prix social, environnemental n'est pas intégré. Sauf que, mon point de vue là-dessus, c'est que quand les consommateurs se tournent vers du low cost, une fois sur deux, ou même plus, c'est qu'ils voient pas de valeur dans les mêmes produits proposés par les grandes marques à des prix 4, 5 fois, 10 fois supérieurs. Et ce problème de la valeur, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et il y a eu plusieurs études là-dessus récemment, il y en avait une qu'Ipsos a fait pour le JDD qui était intéressante, les gens ils disent quoi? Ils disent en gros, attendez, dans le prix qu'on me fait payer, il y a 80% qui financent de la pub et du marketing pour me convaincre que c'est ce produit-là qu'il faut que j'achète. Le reste, c'est la valeur effective du produit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur effective du produit. Donc si c'est 20% du prix, je ne vois pas pourquoi je vais payer plus que 20% du prix des grandes marques. La pub, le marketing, etc. Les grandes marques ont qu'à se débrouiller avec ça. Et donc même, dans une certaine mesure, le fait que les gens se tournent dans certains cas, parce que quelles que soient les classes de la population, les gens arbitrent entre des produits qui pour eux ont de la valeur et sur lesquels ils vont être prêts à mettre de l'argent, et des produits qui pour eux n'ont pas de valeur et sur lesquels ils vont se rabattre sur du low cost. Et donc tant que, pardonnez-moi, Air France a rien de mieux à proposer qu'EasyJet, je ne vois pas pourquoi je vais payer 4 fois le prix d'EasyJet sur Air France. En clair, sur un même vol, avec un avion qui n'est pas plus écrasé, le service n'est pas beaucoup plus top, etc., etc.